Bonsoir et bienvenue à cette troisième conférence donc, du cycle sur les trésors de Richelieu. Alors un des principes de ces conférences, vous le savez, c'est de montrer la richesse, la diversité des collections liées au fonds conservés par l'INHA et la Bibliothèque nationale de France. Alors aujourd'hui, on a après une séance sur les gravures de Mantegna, une séance sur les costumes du Théâtre du Soleil. On a aujourd'hui un morceau d'expansion de César, un document peut-être un peu inattendu, qui pose aussi beaucoup de questions et qui provient, alors non pas exactement du quadrilatère Richelieu, mais des archives de la critique d'art à Rennes, qui est rattachée à l'Institut national d'histoire de l'art. Et donc ce morceau a voyagé avec la directrice des critiques des archives d'art, Nathalie Boulouk, que je remercie d'avoir bien voulu nous amener cette œuvre que l'on va examiner ensemble. Et donc je laisse Elitsa Dulgerova, conseillère scientifique à l'INHA pour le domaine de l'histoire de l'art du XVIIIe siècle au XXIe siècle, vous introduire la conférence, l'œuvre et les deux intervenants extérieurs qu'elle a choisis pour parler avec nous. Alors, merci Cécile, bonsoir. Alors, je vais être brève hein, parce que voilà, il y a plusieurs sujets aujourd'hui. Alors, d'abord, bonne année. Donc, je voulais d'abord remercier donc Cécile de m'avoir invitée à organiser cette session et surtout donc Nathalie Boulouche, directrice des archives de la critique d'art, qui est ici présente, qui a fait la suggestion, donc quand je me suis adressée à elle pour avoir un trésor des fonds des archives de la critique d'art, elle m'a dit, ben voilà, il y aurait ce morceau de César, d'une expansion de César. Alors, je vais donc très rapidement parler de cet objet, puis tout aussi rapidement présenter les intervenants. Mais pour finir avec les remerciements, je remercie aussi Laurence Le Popon, qui est l'archiviste documentaliste des archives de la critique d'art, qui ne peut pas être présente ce soir, mais qui nous a accompagnés tout au long de la préparation de cette séance. Alors, nos deux intervenants, Déborah Lax et Renaud Boucher, vont vous parler de ce morceau d'expansion qui provient donc du fonds Pierre Restany des archives de la critique d'art à Rennes. Les archives de la critique d'art sont créées il y a bientôt 30 ans, 30 ans l'année prochaine, hein, en 2019. C'est, comme le nom l'indique, c'est des archives qui contiennent des fonds de critique d'art. Et le fonds Pierre Restany est le plus grand, le fonds le plus grand, le plus conséquent des archives de la critique d'art. Il comprend plus de 400 dossiers d'artistes, il comprend énormément d'objets très divers, y compris aussi la bibliothèque de Restany. Et il est entré progressivement aux archives de la critique d'art depuis, en commençant dans les années 1990, jusqu'à premier versement en 1990, dernier en 2013, donc entrée très progressive. Il y a une complicité évidente, évidemment, entre Pierre Restany et César. Je pense qu'il en sera question dans les deux communications. Donc, Pierre Restany, théoricien du nouveau réalisme, qui a beaucoup accompagné et promu l'œuvre de ces artistes. Le morceau que vous voyez donc provient... donc, c'est un morceau d'expansion d'une performance publique. On reviendra à la fin sur le statut précis de cet objet, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, voilà, c'est un morceau, trace d'une performance qui a été sciée à la main, donc Pierre Restany est reparti de cette performance avec ce morceau. Il a la particularité d'être multicolore, ce qui n'est pas le cas de la plupart des expansions. Il a aussi cette particularité de ne pas être daté avec précision. Donc c'est aussi le travail des chercheurs de parvenir à en savoir davantage, à le faire connaître davantage.
Voilà, comme vous pourrez le voir à la fin si vous avez envie. Alors, ce que je voulais aussi juste signaler, c'est qu'évidemment, il y a une coïncidence qui n'est pas nécessairement voulue, mais bon, qui n'est pas planifiée en tant que telle, mais qui est très heureuse entre cette soirée aujourd'hui et l'exposition César, la rétrospective, qui se déroule actuellement au Centre Pompidou. Et à l'occasion de laquelle Bernard Blisten disait que César était l'un des plus illustres et des plus méconnus artistes de son temps. Donc voilà, nos deux conférenciers vont pouvoir nous faire apprendre davantage à la fois sur César et son travail, ce que va faire donc Renaud Boucher dans un premier temps, sur les différents procédés de César et son rapport aux différents matériaux. Donc Renaud Boucher est maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université du Mans. Ses recherches et publications très nombreuses au sein du laboratoire du Serio Temos portent principalement sur le mouvement avant-gardiste du nouveau réalisme et plus particulièrement sur l'œuvre de deux de ses acteurs méridionaux, Armand et César, auxquels il a consacré deux ouvrages, tous les deux parus l'année... non plus l'année dernière, l'année d'avant, en 2016. Donc, Les Féminins d'Armand, des cachets aux interactifs, en 1957-2005, paru à Genève à la Fondation Armand, avec une préface de Cécile Debray, et Les Fers de César, 1949-1966, le matériau et sa présence, paru aux presses universitaires de Rennes, avec une préface de Jean-Paul Bouillon. Donc c'est Renaud qui prendra la parole en premier, et il sera suivi... après une courte surprise, on va dire ça, par Déborah Lax, qui, elle, est docteure en histoire de l'art contemporain de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a soutenu en 2013 une thèse sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac, qu'elle a publiée l'année dernière, en 2017, aux Presses du Réel à Dijon, sous le titre « Des déchets pour mémoire, l'utilisation de matériaux de récupération par les nouveaux réalistes entre 1955 et 1975 ». Déborah a enseigné à l'Université de Rennes 2 et enseigne aujourd'hui à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'École du Louvre et à l'Institut de sciences politiques. Et là, je me réjouis de souligner, puisqu'on est dans l'enceinte de l'INHA, qu'elle a été, pendant sa thèse, chargée d'études et de recherche à l'INHA. Elle a été ensuite boursière du Centre allemand d'histoire de l'art, et aujourd'hui, elle est coordinatrice scientifique du dit centre. Elle est aussi chercheuse associée au Centre d'histoire de Sciences Po, et son projet en cours concerne la transmission et la pédagogie artistique au XXe siècle. Et donc on va procéder dans l'ordre. C'est d'abord Renaud qui va parler donc, de manière davantage historique et mettre le travail de César en perspective, et ensuite Déborah qui va davantage aborder la dimension performative, expérimentale, le rapport au public et la place de César parmi d'autres nouveaux réalistes. Alors je vous propose, si le temps le permet, de prendre deux questions après chaque intervention pour avoir des questions à chaud, et puis ensuite... après, à la fin, on avait prévu aussi une petite discussion collective entre nous d'abord et avec vous ensuite. Alors, bonne conférence. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, je crois qu'on m'entend mieux maintenant. Alors, je vais momentanément vous priver de cette expansion, de ce morceau d'expansion de César, pour vous infliger un diaporama de ma composition, si vous voulez bien. Voilà, c'est parfait. Et revenir un peu sur les origines des expansions et les liens de ces expansions avec les autres travaux de César, puisqu'il y a une cohérence historique qui se fait sur toute la carrière de César, et on va revenir aussi sur les procédés techniques, chimiques aussi, des expansions. Alors, pour commencer, je crois qu'il est nécessaire de rappeler que César est un sculpteur qui est fondamentalement classique, qui s'est d'abord intéressé aux possibilités d'expression offertes par les matériaux, aux techniques adaptées à la mise en œuvre de ces matériaux. Et ces deux points sont vraiment essentiels parce qu'ils vont conditionner toute l'œuvre, et en particulier les 4 socles identitaires de César, les fers, les compressions, les empreintes et les expansions, qui vont être très largement déclinées durant sa carrière. Donc ce soir, nous, ce sont plutôt les expansions qui vont nous intéresser, et pour une autre raison, plus anecdotique, elles ont aussi intéressé le dessinateur Hergé dans l'album
inachevé à sa mort en 1983, Tintin et l'Alphare, le reporter est menacé par des faussaires d'être immergé dans une expansion sur laquelle doit être apposée la signature contrefaite de César. Alors, contrairement à ces sombres intentions, malheureusement pas concrétisées, en tout cas sur le plan de l'œuvre, sous le dessin, sous le trait de Hergé, César, lui, nous explique que plutôt l'art, c'est pour lui un moyen, c'est plutôt un programme de vie, plutôt, je le cite, l'art, c'est un besoin, c'est ce qui fait que le matin je me lève, c'est ce qui me permet d'exister, de réfléchir, de voir. Et plus concrètement, je le cite toujours, c'est un moyen de dire certaines choses avec n'importe quel matériau. Cela par le jeu de l'imagination, de l'interprétation. Pour César, ces deux notions, imagination, interprétation, distinguent l'artiste de l'artisan, l'artiste du praticien. Ça, c'est pour le César d'au moins 1971. Mais jusqu'au milieu des années 40, ces notions d'interprétation et d'imagination ne renvoient à rien de concret chez César. Contrairement à une autre notion qui dirige tout pour lui, c'est la notion d'habileté technique. Et plus précisément d'habileté dans la restitution fidèle des modèles. Et c'est avec cette horizon culturelle qu'il intègre l'École des Beaux-Arts de Marseille en 1937, et puis l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1946, pour suivre une formation académique qui va venir complètement légitimer sa conception des notions d'art et de sculpture. Hors de l'institution parisienne, à partir de 1946, il reçoit des influences qui lui révèlent une autre conception créatrice, avec notamment le travail de Gargallo, de Picasso, de Richier, de Brancusi, de Giacometti. Avec ce dernier, surtout, César prend conscience de la modernité en sculpture, de la notion de modernité en sculpture, c'est en tout cas ce qu'il rapporte, et il prend conscience de sa propre sensibilité à ce qu'il appelle la présence de l'œuvre et qui est conditionnée par la tension ou la densité du matériau constitutif. On va revenir évidemment à propos des expansions, entre autres, sur cette notion de présence. Rapidement, on est 1946, toujours, rapidement, son travail est modifié en profondeur, aussi bien à l'école qu'à côté. Et son travail est maintenant guidé par la recherche d'une expression plus personnelle. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il va se tourner vers le métal. On est en 1947. D'abord, il l'emploie sous la forme de fils de fer noués et martelés pour créer des personnages, des animaux, qu'il définira plus tard comme, je cite, des petites choses un peu décoratives. À l'été 1949, évidemment, il y a tout un ensemble de péripéties, d'étapes que je n'ai pas le temps d'évoquer ce soir, bien sûr, mais bon, dans les grandes lignes, à l'été 1949, il est initié à la technique de la soudure à l'arc électrique et il commence à réaliser quelques personnages rudimentaires à partir de fragments métalliques, essentiellement de pièces de machines. Cette expérience va surtout être prolongée à partir de 1953. À cette date, un industriel qui s'appelle Léon Jacques l'accueille dans sa fabrique de mobilier métallique qui est installée à Villetaneuse. Et dans ce lieu, César trouve trois choses essentielles: des informations techniques, de l'outillage et surtout une réserve inépuisable de matières premières qui a un énorme avantage, c'est qu'elle est gratuite, ce qui est une condition vraiment nécessaire pour lui compte tenu de sa situation financière. Très vite, il découvre que le fer a d'autres avantages. C'est un matériau solide et définitif, contrairement à la terre ou au plâtre. Il peut être retouché au chalumeau, à la lime, à la meuleuse. Il permet une grande variété de formes, une grande variété d'épaisseurs. Il offre de grandes possibilités de coloration grâce à l'utilisation d'huile ou de techniques de fonderie à base d'oxyde. À Villetaneuse, César réalise la quasi-totalité de ce qu'il appelle ces fers qui vont être soudés entre 1953 et 1966. Au départ, dans les premiers temps de son travail avec les fers,
il pense qu'il est nécessaire de conserver les étapes de construction de ces pièces, abstraites ou figuratives, et qu'il est nécessaire de préserver la possibilité d'identifier les composants, les écrous, les vis, les tubes, etc. Vous avez 2 exemples ici de cette première approche. À partir de 1956-57, fort d'une plus grande expérience technique, il peut opter pour une autre démarche, ce qu'il appelle la démarche d'amalgame, qui consiste à dissimuler les traces de soudage et à fusionner les composants, à les fondre dans une sorte de tout organique. Avec les fers, il est engagé, quelles que soient les approches, il est engagé dans un rapport physique direct avec son matériau. Je le cite, « Une sorte d'agressivité, de violence me soulevait. Je prenais la matière, je l'écrasais, je la pliais, je la tordais. Elle me résistait, je me débattais, je la sentais, je la vivais. » Tout ça, évidemment, ce sont des éléments à retenir pour comprendre le parcours de César avec l'expansion. Donc cette relation particulière, c'est cette relation qui, pour César, donne aux fers leur dimension esthétique et leur puissance expressive, d'après ce qu'il dit. Et c'est aussi ce rapport étroit avec la matière qui, par le biais technique, stimule, voire conditionne ses capacités créatrices. Et Restani, justement, parle, à une belle formule, il parle d'une imagination de la matière. Mais une imagination de la matière par la médiation de la technique. Et dans ce processus, eh bien, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la notion de présence. Pour César, elle conditionne la vie intérieure de l'œuvre, l'expression est de lui, la vie intérieure de l'œuvre, et elle est le marqueur principal de son intemporalité et de son universalité. Mais elle est aussi l'arbitre du travail de César, parce que c'est cette notion de présence qui provoque chez lui la décision d'achever l'œuvre, c'est-à-dire d'arrêter à un moment donné la construction de l'œuvre, de le fixer dans une étape particulière de sa construction. Les premières sculptures qu'il réalise intègrent des composants qui sont essentiellement trouvés sur place. Mais à partir de 1956, il devient, selon sa formule, plus exigeant, et il commence à arpenter les ferrailleurs, il commence à fréquenter les dépôts de ferraille de la banlieue nord. Il récupère également en 1958, il récupère, en cherchant des fers, des matériaux pour les fers, il récupère 2 petits blocs de cuivre compressés chez un ferrailleur de Gennevilliers. Mais au moment où il les récupère, il ne leur donne pas encore le statut d'œuvre d'art autonome. Il explique pourquoi. Avec ma formation d'artisan, je ne pouvais qu'être dérouté par ces œuvres faites en 5 minutes. Je les avais vues, mais pas assumées. Entre ces 2 actions, il y a une marge que je n'intellectualisais pas. Quelques mois plus tard, César a finalement la conviction que ces petits blocs sont artistiquement autonomes. Et Pierre Restani n'y est pas sans doute étranger. Armand aussi, mais Restani surtout. Cette prise de conscience, outre des discussions avec Restani, elle vient sans doute, en tout cas c'est César qui le dit, d'un élément. C'est la découverte d'une grande presse hydraulique, la première grande presse hydraulique installée en France, utilisée pour compacter des masses beaucoup plus importantes, notamment des carrosseries d'automobiles, grâce à ces 20 tonnes de poussée. César parle d'un choc et aussi d'un coup de foudre pour à la fois les grandes compressions qui sont issues de cette machine, mais aussi pour la machine elle-même, pour la presse elle-même, dans laquelle il voit ce qu'il appelle un outil total. C'est l'augmentation de l'échelle des blocs comprimés qui joue ici un rôle déclencheur parce qu'elle met en évidence la présence du matériau précisément. Cette notion qui a déjà largement guidé les fers soudés. Et c'est intéressant de noter que César présente les fers et les compressions comme un ensemble. Il n'y a pas de rupture, dit-il, au sens où les critiques le disent. Au contraire, il y avait pour moi la recherche d'une continuité. Et ça s'adresse aussi à Restani. Restani a joué le discours de la rupture entre les compressions radicales, dans l'esprit de Restani, et les fers. Mais
tout cas, pour César, ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, ce n'est pas tout à fait pas une rupture. Deuxième élément, il n'y a pas non plus de rupture si grande entre la logique de création des fers et celle des compressions. Dans la quasi-totalité des cas, les compressions ne sont pas des objets trouvés. Elles sont dites dirigées. Je cite César, qui nous explique en partie ce qu'est une compression dirigée. Il dit « J'ai payé des gens et j'ai essayé de doser les charges, de faire des paquets choisis, des paquets triés, des paquets plus propres. Ne me mettez que des pare-chocs, que des capots, que des ailes, mettez-moi une voiture noire, 2 capots rouges, 12 pare-chocs. Selon les pièces que l'on met dans le paquet, on obtient l'effet recherché aux endroits voulus. » Avec les compressions dirigées, César s'intéresse aux couleurs des matériaux, aux effets de rythme, aux effets de texture, qui peuvent être obtenus avec la presse. Mais là encore, ce qui le guide, c'est d'abord la présence. Et de ce point de vue, la presse lui donne le moyen d'aller, toujours selon sa formule, jusqu'au bout dans l'idée du matériau. Bon, malgré tout, c'est une évidence de dire que César n'a pas une très grande marge d'intervention avec la compression, beaucoup moins que dans les fers. Et c'est pour cette raison que l'ancien étudiant de l'école des beaux-arts, conditionné par la logique académique, n'arrivera pas ou n'assumera pas totalement les compressions comme des sculptures véritables. Il est très clair là-dessus. Il dit par exemple, un sculpteur, c'est un statuaire. Sculpteur, c'est un métier. C'est un artisanat qui a un contenu. J'appelle mes compressions des compressions, mes expansions des expansions. La Vénus de Villetaneuse, Ginette, autre œuvre figuratif en fer soudé, j'appelle ça des sculptures. Retenez bien donc que dans la terminologie de César, l'expansion n'est peut-être pas une sculpture, mais elle est quand même une œuvre de sculpteur. On en reparlera sans doute quand on parlera du statut, quand on débattra du statut. Dès 1960, César retourne au fer, c'est-à-dire au moment même où il s'empare de la compression, il n'abandonne pas du tout les fers, pour différentes raisons, mais il s'agit notamment, pour lui, de montrer, peut-être aussi de se montrer, qu'il est bien toujours un sculpteur au sens plus classique du terme. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'il comprend très vite que son association avec le nouveau réalisme et avec Pierre Restany, dès 1960, risque bien d'éclipser les fers au profit des compressions bien plus spectaculaires et bien mieux défendues, finalement, par Restany, et c'est d'ailleurs ce qui arrivera effectivement. Et de plus, ces compressions sont surtout analysées par Restany comme des traductions de la réalité sociologique des années 50-60. Alors, on reparlera aussi de cette question-là, sans doute. Mais les compressions, notamment de voitures, sur lesquelles insiste Restany, ont sans doute une dimension sociologique. Mais ça, évidemment, c'est difficile de le contester, sans doute. Mais cette dimension sociologique ne relève pas d'un message recherché par César, d'une intention formalisée. Et là aussi, il est très clair. Il dit, par exemple, je n'ai pas choisi la voiture spécialement parce que c'était la voiture. Mon comportement est celui d'un sculpteur, pas un comportement psychologique. Alors, évidemment, si j'étais imitateur, je pourrais essayer de vous imiter César avec l'accent marseillais, ce qui donne tout de suite... On rentre tout de suite dans le personnage, mais on aura la chance de montrer des vidéos tout à l'heure où on l'entend parler. Ça fait partie du personnage, et il le sait très bien, il en a d'ailleurs joué, il l'a reconnu. Bref, je ne vais pas me lancer là-dedans, hein, je vous rassure. Mon comportement est celui d'un sculpteur, pas un comportement psychologique, philosophique. Je n'ai pas dit, voilà l'automobile, la consommation, pas du tout. Ça, ce sont les autres, c'est-à-dire, en particulier, Restany. En fait, on peut dire que ce ne sont que, entre guillemets, les possibilités plastiques du dialogue machine-matière qui intéressent le César des compressions. Et de la même manière, c'est le dialogue entre l'outil, la technique et le matériau qui va intéresser le César des empreintes et des expansions, dans un rapport de continuité et donc pas de rupture. Je cite César, « Je continue autrement, d'une certaine façon, le couteau de la terre, la tige du soudeur, la presse, le malaxage, c'est toujours un prolongement de la main. » En novembre 1965, César redécouvre le pantographe, qui est un instrument donc de dessin employé pour obtenir des agrandissements ou des réductions fidèles d'œuvres. Et tout de suite, il envisage
de l'employer pour produire des agrandissements de moulage anatomique. Pourquoi des agrandissements et non pas des réductions? César a donné 2 pistes. Je cite, « Peut-être ai-je été touché par les New-Yorkais Liechtenstein ou Oldenburg qui font des bandes dessinées agrandies ou des saucisses géantes. Par ailleurs, ma petite taille explique suffisamment mes ambitions de gigantisme. » Bon, comme Picasso, il mesurait 1m60. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut intervenir. Bon. On peut en tout cas peut-être lier cette dernière explication à une justification de César au sujet du choix de son propre pouce. Ce premier modèle d'empreinte. Je suis un peu narcissique sur les bords. Quand j'ai moulé mon pouce, c'était plus pratique. Je n'avais pas besoin de modèle. Mais en même temps, je m'exposais moi-même. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose à retenir pour comprendre les expansions publiques. L'exposition de César lui-même. On en reparlera. L'expansion comme spectacle. On en reparlera. Le premier arrondissement que César obtient est un pouce de 40 cm de hauteur, en plastique rose, translucide. Son intention de départ est aussitôt confirmée. Voilà ce qu'il dit. J'ai tout de suite senti que c'était à moi, que c'était ma chose. Je me sentais physiquement responsable de ce pouce. Il dira à peu près la même chose pour l'expansion. Rapidement, César étend le procédé d'agrandissement à d'autres fractions de l'anatomie humaine. Il expérimente différentes échelles, par exemple en 67, avec le sein de 5,60 m de diamètre des vues sièges des parfums Rechasse, à Poissy, ou bien encore avec le pouce de 12 mètres de la Défense en 1994. L'utilisation du plastique répond ici à un autre désir de César, d'après ce qu'il dit, celui de participer à ce qu'il appelle la prise de conscience collective des matériaux contemporains. Peut-être une formule héritée de Restany ou inspirée par Restany. Et c'est dans cette optique qu'en 1967, il se tourne vers la mousse de polyuréthane sur les conseils du patron des bateaux-mouches parisiens, Jean Bruel. Sa compagnie utilise cette matière expansive pour réaliser des bouées de sauvetage et des bouées de protection pour les coques des bateaux. Et comme avec la presse mécanique et le pantographe, César envisage tout de suite une application artistique. Je le cite, « On mélange 2 éléments et le produit se met à bouillir et à gonfler comme du lait. Sous pression, on injecte alors la mousse dans le moule, mais le dosage approximatif a fait que la mousse a débordé en se figeant en lourdes vagues. Le spectacle est extraordinaire et j'ai aussitôt compris le parti que je pouvais en tirer. » César est sensible à ce qu'on pourrait appeler la forme molle, qui avait déjà intéressé Dali, bien sûr, Brancusi ou Jean Arp, mais dans une optique différente. Je cite encore César. À force de simplifier, Brancusi et surtout Arp étaient parvenus à des formes molles. Mais ces formes avaient toujours un modèle dans la réalité. Je voulais obtenir la densité d'un Brancusi, d'un Arp, mais en partant de rien. Et je ne voulais pas utiliser la mousse pour reproduire une œuvre. Je voulais faire des œuvres avec de la mousse. La mousse est elle-même une forme molle, elle n'est pas fabriquée. Et là aussi, César est sensible, surtout au phénomène quantitatif, ce que Restany appelle le phénomène quantitatif, c'est-à-dire la présence du matériau. Je cite César, « Ce qui m'avait frappé dans l'expansion, c'était le langage quantitatif chimique. Je prenais conscience d'un pouvoir nouveau. » Et très vite, il veut exploiter les propriétés expansives de la mousse de polyuréthane sur une grande échelle, avec des quantités beaucoup plus importantes, allant jusqu'à 50 kg. Et c'est la mise au point par un spécialiste de Montreuil qui s'appelle Reynery, d'un puissant malaxeur qui va le lui permettre, en assurant un mélange homogène de l'accélérateur, le fréon, et de composer de la mousse de polyuréthane, le polyester et les isocyanates. Sur la question chimique, je ne vais pas faire illusion longtemps, je vous rassure aussi, enfin je vous rassure ou pas d'ailleurs. Je préfère vous renvoyer à un article d'Alain Colombini, Gwenola Corbin et Vicente Leal, « Les matériaux polyuréthane dans les œuvres d'art des fortunes diverses », qui aborde notamment une question intéressante, qui est la question de la restauration de ces objets qui se dégradent dans le temps. Et on aura là aussi sans doute
l'occasion d'en reparler. À partir de 1967, la série des expansions se développe suivant deux axes, celui de l'expansion publique, donc là aussi on va en parler, la création donc en direct d'œuvres éphémères dont les fragments sont distribués aux témoins de l'action, et surtout quand je dis surtout, c'est numériquement parlant, l'expansion d'ateliers. Et cette pratique va donner lieu à de très nombreuses variations. Expansion à coulées monochrome, polychrome, superposée, juxtaposée, horizontale, verticale, murale ou non. Expansion monumentale, comme avec le décor du ballet Hop Hop de Dirk Sanders et Jean-Albert Cartier en novembre 1969, ce qu'il appelle les envahissements d'objets, produits notamment dans le cadre d'une collaboration avec le constructeur Renault à partir de 1967-68. Application à d'autres matériaux comme le sucre blanc, le sucre d'orge, le cristal, le pain, le verre, le marbre blanc, le fer, le nickel, la fonte d'acier, l'or, le bronze. Application dans le domaine du mobilier, comme avec la Méridienne conçue pour le mobilier national en 68. Application dans le domaine des œuvres à faire soi-même, avec Concert d'expansion en collaboration avec Marcel Reiss en 1969. Il y a d'autres déclinaisons, mais là je ne veux pas monopoliser beaucoup plus la parole. Comme la plupart des compressions, les expansions sont dirigées. Dans un premier temps, César peut intervenir, peut agir sur la rigidité et l'épaisseur des coulées grâce au contrôle relatif du temps de solidification par adjonction de produits chimiques. Il est toujours guidé par l'impératif de présence, qui se traduit ici dans une logique inverse, apparemment inverse, de celle de la compression, mais qui répond quand même à la même préoccupation. C'est pour ça que César n'oppose pas d'un côté la compression et de l'autre côté les expansions. César peut aussi effectuer un travail de coloration en incorporant des pigments à la mousse. Vous voyez ici l'exemple avec le fragment qu'on met à l'honneur aujourd'hui. Je cite César sur la question des couleurs. Il dit « Je n'aime pas tellement les couleurs agressives. Je suis plutôt pour des choses qui rappellent le lever du jour. C'est toujours sensuel, on doit avoir envie de les caresser. » Là aussi, une autre déclaration de César, unique, où il dit « Je suis daltonien. Mais j'ai jamais pu trouver quelqu'un de proche pour me confirmer que César avait été daltonien ou pas. » Ça restera une question ouverte, c'était peut-être simplement une formule. Dans un deuxième temps, César peut intervenir sur les coulées pour en contrôler la direction. Il nous dit que son intervention se limitait à diriger la coulée qui, sans lui, se serait étalée comme une crêpe. Avant d'apporter cette précision, je la voulais ondoyante, massive, quelque chose de sensuel et de compact, comme une vague qui se forme dans la mer. La métaphore de la vague revient régulièrement dans le témoignage de César. On l'a vu, César peut superposer, juxtaposer les coulées, lever des obstacles sur son parcours, ou bien créer des accidents de surface, ce qu'il appelle les accidents de surface. Et comme ici avec la lunaire, dans un troisième et dernier temps, il peut décider de garder l'anecdote, selon sa formule, en incorporant à l'œuvre le contenant initial de la mousse. Il peut au contraire enlever l'anecdote en sciant la coulée durcie sur l'un ou sur plusieurs de ses côtés. Et suivant les conseils du designer Roger Talon, à la fin de 1969, eh bien, il peut se livrer à un travail de finition en 3 étapes, prenant de plusieurs jours à plusieurs semaines, recouvrement des surfaces avec de la résine de polyester et de la laine de verre, ponçage, masticage des surfaces, et puis application de couches de lacs acryliques de plus en plus transparentes. La finition des expansions répond à une nécessité technique, celle de rendre durables des pièces produites dans un matériau fragile à l'état brut, très friable, très sensible au choc et au phénomène de jaunissement dans le temps. On a ici une incarnation de tout ça. On a une œuvre qui est fondue, une coloration qui n'est certainement pas celle d'origine, et qui est friable si on avait le malheur de le manipuler.
Le travail de finition des expansions répond aussi et surtout à une préoccupation formelle. Je cite encore César, il explique que poncer, ça devient très tendu, comme Brancusi ou harpe. Ça a une densité, une tension, et pourtant c'est une forme molle. Le sculpteur peut donc affirmer en 1978 « J'ai un contrôle absolu des mousses, je tiens la situation en main, comme je le ferai avec du marbre. C'est un parti que je prends et qui n'est pas du tout improvisé. » Et pour finir, cette volonté de maîtriser l'expansion, notamment dans une optique esthétique, pose la question de son incompatibilité avec la doctrine nouveau-réaliste de l'appropriation objective du réel sociologique qui est défendue par Pierre Estany, mais avec l'intervention suivante, on verra sans doute que l'expansion publique, en revanche, peut, au moins en partie, correspondre à la vision nouveau-réaliste du critique et théoricien Pierre Estany. Voilà, je m'arrête donc sur ces mots. J'enchaîne. Bonsoir. Alors, juste une seconde avant de commencer pour remercier Elitsa Doulguerova et Cécile Colonna de leur invitation, et puis pour remercier Nathalie Boulouche qui m'a accueillie aux archives de la critique d'art à Rennes. Vous allez voir que j'ai essayé dans ma présentation de vous montrer quelques éléments d'archives que j'ai trouvés là-bas et qui viennent nous aider à préciser un peu notre regard sur cette œuvre, ce fragment d'œuvre, ce document, statut un petit peu complexe sur lequel on reviendra. Avant de vous parler de César au travail, ou plutôt pour ma part de César en public, je voudrais vous montrer deux petits extraits très courts, c'est 4 minutes, de documents vidéo d'époque. Ça va là? À Connécor, on change de récipient, ça y est. Ça y est, il y avait tout. Alors vraiment, on est couillons. L'attirance de César pour les matériaux l'a conduit à s'intéresser au plastique. L'expansion, c'est encore une fois la mise en évidence des qualités intrinsèques d'un matériau. La particularité de la mousse de polyuréthane est de centupler de volume et de se transformer en coulée de lave dont César dirige le débordement. Bien, on est là. Oh, bonne totale. La balance. Elle a été. Arrête là. Pour le produit tout de suite. La balance. Oh, coquine de sort. Elle nous a échappé, hein. Oh. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu es séduit quand tu vois passer une femme? C'est une chose purement organique. On ne peut pas dire que j'étais tout de suite pris par cette matière parce qu'elle était vivante. Je ne me suis pas posé tellement de questions. C'est tout à fait comme quand on tombe amoureux. Tout de suite, j'étais amoureux, comme j'étais amoureux de la ferraille, comme je peux être amoureux de la terre, comme je peux être amoureux du papier, du carton, des chiffons. Disons que j'ai une certaine... Il est là. Alors ça raconte un peu là, comment ça se passe? D'où c'est venu? C'est venu de chez Shell. Shell? C'est des produits Shell. Ah ouais? Ou des produits Bayer, ou des produits... Enfin, c'est des mousses de polyuréthane. C'est des mousses que je me suis servi au début. J'ai découvert les mousses. Enfin, j'ai trouvé les mousses que parce que je voulais faire
des pièces avec un matériau moderne. Et après, j'étais obsédé quand j'ai vu deux petites quantités se développer. Et tout de suite, j'ai pensé au langage de la quantité, et un langage chimique organique. Alors j'ai pris ces mousses, et je suis allé dans les musées où j'étais invité à faire une manifestation publique, que parce que je voulais montrer, que ce que moi j'ai vu, je voulais le montrer aux autres. C'était une chose sans bavure. Je prenais les mousses, au lieu d'en prendre 10 grammes, j'en prenais 50 kilos, je prenais un moteur pour mélanger les 50 kilos, et je versais en public les 2 ou 3 quantités de mousse, et puis après le public les prenait et les détruisait. Ça veut dire, j'appelle ça des formes éphémères. D'accord. Et fini, ça donne quoi? Cela est fini? Alors ça, est en cours. Ouais. Là, on les stratifie, après on les mastique, on les ponce, et puis après on les laque. Voilà, une fois qu'elles sont terminées, enfin celle-là n'est pas complètement terminée, parce que mon laqueur coupable, il m'a dit que qu'il n'était pas assez satisfait. Alors moi, je suis toujours satisfait, mais lui, c'est un technicien tellement précis qu'il me dit non, elle n'est pas assez bien laquée. Et c'est vrai, il me l'a montré, c'est vrai. Alors, dès qu'il me l'a montré, je l'ai vu. Alors maintenant, je ne peux plus supporter qu'elle ne soit pas terminée de cette qualité qui est ici. Voilà, alors donc je trouve que c'était assez intéressant de vous montrer aussi le processus à l'œuvre. Et avec ces 2 extraits de films, en fait, vous voyez à la fois les œuvres terminées dans l'atelier et puis en même temps aussi la manière dont César travaille. Et en fait, l'objet dont on parle ce soir, c'est un objet qui a été vraisemblablement créé en public et dont il nous reste voilà, un morceau que Eliza a présenté de manière neutre, mais c'est aussi, il est vrai, un morceau qui appelle peut-être un autre regard, tout simplement parce que on vous attire en vous parlant de trésors de l'INHA, et c'est un objet qui est extrêmement déceptif, ce qui correspond bien sûr complètement à l'esthétique, au positionnement des nouveaux réalistes qui s'intéressent à la banalité et même jusqu'au dérisoire de notre quotidien. Ici, c'est donc un matériau bien pauvre qui est présenté, qui est utilisé en tout cas par César. Cette mousse de polyuréthane là qui rappelle des isolants, des matériaux de construction, qui renvoie à tout un univers de banalité, de perte de valeur. Cette question de la valeur qui est présente en fait chez César depuis le début. Renaud l'a rappelé sur l'importance pour César de travailler avec des chutes de métal, du métal récupéré, les carcasses de voitures. On a chez lui voilà, une sorte de fil conducteur aussi de la transformation de la valeur du matériau, même si toute la première partie de son travail sur le métal est ici vraiment laissé de côté, parce que finalement le métal reste un matériau traditionnel qui renvoie à la forge, et d'ailleurs l'outil qui fait les compressions joue un rôle un peu comparable à cette forge, une grosse machinerie, une alchimie qui a lieu, en tout cas ici tout un imaginaire du sculpteur que César cultive aussi dans son apparence, dans sa façon d'être. Et puis tout d'un coup le plastique qui va rompre avec cet imaginaire, cette construction mythique d'un artiste sculpteur du métal dans sa forge avec sa salopette, avec ses lunettes. On bascule un petit peu et on entre en fait dans un autre univers qui correspond à une autre période, et c'est toujours d'ailleurs très, très visible, je crois, dans l'exposition du Centre Pompidou, c'est-à-dire que les différentes périodes du travail de César ne sont pas seulement des périodes formelles différentes, mais aussi des périodes de matériaux différents. Et ce matériau, la mousse de polyuréthane, César l'utilise principalement de 67 à 70, et en fait on peut le relier au développement très important du plastique dans le décor quotidien de la vie, ce décor quotidien de la vie qui a donné son titre à une exposition qui a eu lieu au musée Galliera en 1968, organisée notamment par Pierre Restagny, et dans laquelle on retrouve César avec un certain nombre d'autres artistes, dont des nouveaux réalistes. Et
ce décor quotidien de la vie qui se modifie donc, dans les années 60 et puis surtout dans la deuxième moitié des années 60, en fait, va donner une place très importante au plastique. Et le plastique devient un matériau libérateur de forme et donc aussi en fait libérateur de mode de vie. Parmi les prouesses plastiques de l'époque, on a la chaise Pantone que vous voyez ici, qui a été, et c'est significatif, dessinée en 1960, mais qui a pu être créée en 1968, avec Vitra, les sièges tam-tam archi célèbres qui datent eux aussi de 1968. Et puis, au-delà de ce plastique rigide, il y a aussi tout un travail dans le design sur la mousse, sur le jersey. C'est comme ça que Pierre Paulin a pu réaliser ses créations les plus courbes en cachant la structure métallique sous une couche de mousse. Et puis ce fameux aussi siège Sacco, toujours de 1968, qui introduit dans le quotidien, au plus près d'une pratique de la banalité, une forme et en tout cas un usage du plastique qui n'est pas sans rappeler le travail de César. Et ce parallèle que je fais avec le design, il est fait en fait par Pierre Restany lui-même, donc le critique d'art dont cet objet provient, Pierre Restany, qui parle du goût de César et de sa femme Rosine pour le style mouille, et plus précisément pour cette esthétique, je le cite, cette esthétique de forme molle que le plastique a désormais placée à la portée de sa main. Et il rappelle aussi l'importance de César décorateur, qui aimait lui-même à rappeler qu'il était arrivé à la sculpture en métal, en travaillant, en faisant un présentoir à matelas. Bon, là, on retrouve encore la construction du mythe par l'artiste lui-même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces objets montrent à quel point le travail de César est ici en prise avec une esthétique contemporaine, mais aussi avec une possibilité plastique, une possibilité technique et technologique qui est extrêmement datée de cette deuxième moitié des années 60. Et l'aspect déceptif dont je vous parlais à l'instant, il semble en fait un peu contourné aussi par cette mise en contexte, comme si tout d'un coup cette forme de César provenait de tout un contexte et s'en inspirait. Ceci dit, je pense qu'on doit garder à l'esprit le jeu sur la banalité qui reste dans le travail de César, et notamment avec cet objet-là, parce qu'il s'agit d'une tranche de sculpture et non pas d'une sculpture en tant que telle. En effet, César, dans cette expérimentation de l'expansion, commence par travailler en public. La présence du public est indissociable de cette pratique. Et d'ailleurs, la genèse des expansions, qui est datée de 1967, est reliée par l'artiste à des événements qui ont lieu en public, et notamment au Salon de mai de 1967. Alors, il y a plusieurs pistes possibles pour évoquer la première expansion en public de César. En tout cas, en 1967, on assiste à plusieurs expansions en public, et celle au Salon de mai 1967 est créée en fait un tout petit peu avant le Salon de mai, en extérieur, sur les quais de Seine, devant le bateau-atelier de Bruel dont Renaud vous parlait à l'instant, sur le débarcadère des bateaux-mouches. Et César évoque à ce moment-là l'importance de la réaction des témoins qui voient cette énorme coulée, une coulée vraiment libre qui n'a pas d'autre limite que celle de sa propre expansivité organique. Et il raconte, je le cite, « J'ai raté mon premier essai, le deuxième essai, mais tout marcha bien à la troisième tentative. Il fallait seulement enlever quelques bavures avec une tronçonneuse. De l'attroupement, une jeune fille se détacha pour me demander une chute. Je la lui ai donnée. De là vient l'idée de découper des expansions pour en distribuer les morceaux en public.
au public. Une façon comme une autre de faire participer les spectateurs tout en ne laissant à l'œuvre que le temps de s'accomplir. À peine née, elle disparaît. Première version, et puis seconde version possible, ou en tout cas qui vient répondre à cette première expérience telle que racontée par César, l'expansion Paco Rabanne de 1967. César devait être filmé dans un documentaire sur son ami couturier Paco Rabanne, et l'idée est venue de filmer une expansion pour ce documentaire. Et là encore, il raconte, c'est en faisant cela qu'il s'est passé quelque chose, comme quand j'avais fait la grande expansion pour le Salon de Mai, quelqu'un en a voulu un morceau. Alors j'en ai découpé un et j'ai dit prenez-le, et d'un seul coup j'ai vu des badauds qui se promenaient sur les quais, s'arrêter, demander aussi des morceaux. C'était devenu une espèce de fête. Cette idée de fête, la façon dont César va souligner l'aspect extrêmement festif, libre et aussi spontané en fait de cette première idée de découper les expansions pour les distribuer au public est extrêmement importante, parce que on y voit quelque chose que Restani a souligné tout au long de la carrière de César, c'est-à-dire l'idée de l'homo ludens, que vous voyez ici. Donc, c'est une archive qui vient des archives de la critique d'art à Rennes, je vous l'ai transcrit à côté. Pierre Restani parle de l'euphorie collective et dit qu'il a eu le souffle coupé par la découverte. Immédiatement surgit l'homo ludens. César veut faire participer le public à cette création spontanée d'une forme libre. Il organisera ensuite, entre 67 et 70, toute une série de happenings. Et en fait, la participation du public devient un élément de diffusion du travail de César, et cette diffusion doit se faire dans l'euphorie de la fête collective, et progressivement dans la réception qui est faite du travail de César par Restani, mais aussi par les autres critiques d'art de l'époque, et ça, les fonds des archives de la critique d'art à Rennes en témoignent bien, parce qu'on a tout un ensemble de coupures de presse très importants. Donc les critiques parlent de la réaction du public face à ce travail. Encore une fois, Restani qui dit « Les ladies de Londres, les invités bavarois de Günther Sachs et les habitués des vernissages parisiens ont réagi de façon aussi spontanée et frénétique que les étudiants belges, suédois et italiens, ou que les jeunes artistes brésiliens du musée de Rio. » Musée de Rio, dont je vous montre ici un témoignage. Et en fait, cette impression d'euphorie et de fête se retrouve à chaque fois. Ici, je vous montre le carton d'invitation pour les expansions que César fait au Musée des Beaux-Arts à Bruxelles, et puis en Italie, expansion éphémère de César. Et François Pluchart, donc un autre critique d'art, parle dans cet article intitulé « La fête de la technologie », des réactions du public qui ne sont pas le moins curieux au moment de la soirée. Et tout d'un coup, en fait, ce qu'on voit ici, c'est une sorte de décalage, de déplacement de l'intérêt qui, en tout cas, si ce n'est quitte, en tout cas, gagne aussi la question des réactions du public. Aussitôt qu'il se fut emparé d'une scie et qu'il lui découpait les premiers fragments, le public, jusque-là assez réservé, se jeta comme une meute sur la proie, brisant, cassant, déchirant des parcelles d'œuvres qu'ils donnèrent à signer. Dernier symptôme d'un fétichisme historiquement en voie de disparition, dit-il en 1968. Donc ce déplacement de l'intérêt, ou en tout cas de la focalisation de l'objet au public, est quelque chose qui est extrêmement important pour les nouveaux réalistes. Je m'arrête quelques instants sur d'autres images, documents qui proviennent des archives. Donc là, vous voyez César en train de réaliser une expansion à la galerie Mathias Fels. Donc il s'agit
très vraisemblablement de la première expansion qui a eu lieu dans une galerie à Paris. Et vous voyez le public, vous voyez le dispositif aussi. En fait, vous avez au sol une toile, ou plutôt un plastique, et le public qui est placé en arc de cercle autour, qui observe l'événement en train de se créer, la sculpture en train de prendre sa forme et son expansion. Et puis, tout d'un coup, le public, le cercle se restreint et le public se rapproche de la sculpture jusqu'à ce qu'elle finisse débitée comme celle qu'on vous présente ce soir. Et ce rapport au public, je vous disais qu'il est très important chez les artistes du nouveau réalisme, et je voudrais faire une petite focalisation, un petit point sur le festival anniversaire des 10 ans du nouveau réalisme, parce que, en fait, quand on a vu ce morceau, on s'est interrogé sur sa provenance. Et en fait, on n'a pas vraiment réussi à tous les 3 ou tous les 4 à situer d'où provenait le morceau d'expansion qu'on vous propose ce soir. L'une des possibilités était le festival anniversaire des 10 ans du nouveau réalisme. C'est un moment qui réunit en fait tous les artistes du mouvement du nouveau réalisme dans un festival qui dure les 27, 28 et 29 novembre de l'année 70. Et chaque membre du groupe va présenter une œuvre symptomatique, symbolique de son travail, des œuvres qui sont particulièrement provocatrices, soit à cause de l'atmosphère politique italienne très tendue à l'époque, soit à cause d'une émulation entre les artistes, soit, et sans doute plus vraisemblablement, parce qu'il s'agit du dernier événement qui réunit les artistes du groupe, une sorte d'apothéose posthume, et chacun sait qu'il s'agit sans doute du dernier moment d'exposition en commun. C'est un festival qui est de très grande ampleur, qui est très suivi par le public et les médias. Pierre Resterny parle de 100 000 personnes, visiteurs ou en tout cas spectateurs. Dans ce programme sur lequel je passe assez rapidement, le 27 novembre, Christo empaquette une sculpture de Léonard de Vinci. Niki de Saint-Phal réalise un tir. César, des expansions. Jean Tinguely, la Vittoria qui s'autodétruit devant le dôme de Milan. Et il faut imaginer l'atmosphère de fête et aussi de transgression qui entoure ce festival. Et ce festival se caractérise par une implication très importante des spectateurs, et notamment dans le travail d'Armand et dans le travail de César. Armand a récolté dans le métro de Milan tout un ensemble de petits déchets qu'il va ensuite mettre en sachet et distribuer au public, qui va donc s'arracher ces petits sachets de déchets qui éventuellement pouvaient le déranger 2 jours avant dans le métro. Donc là aussi, transformation de la valeur, jeu sur à la fois la valeur, mais aussi la façon dont le public y réagit. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu ambivalent aussi dans ce que Armand propose au public. Il se joue un peu aussi du public. Et César va lui aussi, au terme de ces expansions qui sont de 3 coulées, César va débiter ses expansions et les distribuer au public. Ce festival du nouveau réalisme se termine avec une œuvre de Daniel Spoerri qui s'appelle l'Ultima Cena. Cette Ultima Cena qui est le banquet funèbre du nouveau réalisme, pendant lequel l'artiste va donner à chacun des membres du nouveau réalisme à manger un plat ou un gâteau qui représente son œuvre. Il fait pour Pierre Restany
que vous voyez derrière l'artiste en train de découper le gâteau, une tiare pontificale, parce que Pierre Estany est le pape du nouveau réalisme. Et pour César, il fait une compression. Et on se disait tout à l'heure avec Renaud que c'était intéressant parce qu'en 70, Spoerry n'associe pas encore César aux expansions, puisqu'il aurait été extrêmement facile en fait, de faire une expansion gâteau, une expansion glace, une expansion qui se mange, mais non, Spoerry considère encore que c'est la compression qui représente le plus le travail de César, alors même que, et en travaillant, en préparant un peu cette intervention, j'ai été étonnée de rencontrer autant de mentions de nourriture à propos des expansions, et notamment chez Jacques Michel dans Le Monde en expansion de César, qui est un article qui a été publié dans Le Monde du 2 décembre 1976. Jacques Michel parle de l'expansion, celle du polyuréthane, qui gonfle comme un levain. Il parle aussi d'une sculpture comestible, tentante par la profusion et la couleur, comme ces pâtisseries d'illustrés américains. Tantôt ça coule comme de la crème fouettée, tantôt ça monte comme un soufflet, mais ça ne tombe jamais. Et César lui-même, quand il parle de ces expansions, dit qu'il, je le cite, « des plis bien gras comme je veux ». Donc là aussi, dans son vocabulaire, on retrouve quelque chose de la cuisine. Pour terminer, je voulais vous ouvrir peut-être deux pistes de discussion ou de réflexion. La première serait une question portant sur la conservation et les problèmes de conservation à la fois des œuvres expansion de César et puis évidemment aussi de cet objet qu'on vous montre ce soir. Les expansions sont extrêmement difficiles à conserver et comme en témoigne notamment un dossier de restauration du C2RMF, qui est le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et un restaurateur qui s'appelle Gilles Baraban, qui en 2005 note que certaines des œuvres de César sont condamnées à une destruction progressive due à l'instabilité intrinsèque de la mousse de polyuréthane qu'il utilisait et aussi à l'incompatibilité de ce type de matériau avec la couche extérieure durcie par la peinture. Donc, à la fois, la mousse en elle-même est vouée à s'effriter, en fait, et en même temps, la surface dure de la mousse ne convient pas chimiquement à l'intérieur. Ce qui, évidemment, pose, donc cette question de la conservation, pose la question du statut de cet objet qui est conservé donc, dans des archives de la critique d'art, qui provient d'une collection d'un critique d'art, qui pourtant n'a pas un statut d'œuvre d'art à part entière, me semble-t-il, mais on peut en discuter. En réaction, en résonance avec cela, je voulais vous parler très rapidement du catalogue qui a été publié en 1998 d'une exposition qui s'appelle Out of Action, Between Performance and the Object, 1949-1976, qui a été présentée à Los Angeles, Vienne, Barcelone et Tokyo, et qui interrogeait en fait, dans une exposition, et aussi évidemment dans le catalogue, les limites des actions performatives en s'intéressant à la préservation des objets impliqués. Où et quand se termine une performance? Les produits de la culture matérielle qui lui survivent en font-ils encore partie? Comment, du coup, les préserver et les conserver? Et Claes Oldenburg, dont Renaud a parlé très rapidement tout à l'heure, qui faisait lui aussi des performances avec des objets qu'il nommait objets résiduels, évoque clairement le problème, et je pense que ce qu'il dit peut sans doute s'appliquer, ou en tout cas résonner avec le travail de César. Je le cite, « Des objets résiduels sont créés dans le cadre d'une performance et pendant les représentations répétées. La performance est la chose principale, mais à la fin, il y a un certain nombre de morceaux subordonnés qui peuvent être isolés, des souvenirs ou des objets résiduels. Collecter après une performance, être très attentif à ce qui est jeté et à ce qui survit encore par lui-même. » Voilà, je crois que ça correspond assez bien aux questions que cet objet soulève et aux questions que peut-être, et j'espère, vous avez. Merci.
Merci à tous les deux. Merci Déborah, merci Renaud. Peut-être qu'on peut avoir de nouveau à l'écran, s'il vous plaît, à l'expansion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Moi, je voudrais peut-être qu'on rebondisse après ces présentations très riches, à la fois du parcours biographique de César et puis des liens que les expansions entretiennent à la fois avec le design, la vie matérielle et la façon dont ils engagent et impliquent la participation du public, peut-être s'interroger effectivement sur le statut de cet objet. Mais je reprends peut-être, il y a des questions, non? Oui? Comme c'est enregistré, il faut avoir le micro. Si, je voulais savoir, est-ce que, puisque les œuvres étaient distribuées à la fin, est-ce qu'il y a beaucoup, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'œuvres partout à travers le monde, ou si les gens les ont sottement jetées en rentrant à la maison? Merci. C'est la question déjà, est-ce que c'est des œuvres ou pas? Est-ce que c'est des restes d'œuvres? Est-ce que c'est la trace d'une performance? Ou est-ce que l'œuvre c'est la performance? Ou est-ce que c'est l'objet qui en découle? Et est-ce que ça c'est le vestige en quelque sorte? Il y a un côté archéologique dans cet objet. Enfin moi ça me fait penser à un fossile, même si ça peut aussi faire penser à une côte de porc. Mais je vous laisse répondre évidemment. Déborah, non? Oui, moi, je pense que Renaud a des éléments plus précis, parce qu'on en parlait tout à l'heure, justement, mais le problème, c'est que ces morceaux qui ont été conservés, justement, ne se conservent pas, en fait. Et celui-ci, il est resté dans cet état-là parce qu'il a été très, très bien conservé et qu'il est dans son petit papier à l'abri de la lumière, de la chaleur, etc. Sauf que si vous gardez ça chez vous de 67 à aujourd'hui, en fait, ça disparaît. Voilà. Ce qui est aussi une façon de régler la question des traces. Il s'agit d'une trace qui s'en va. Il n'y a pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup en salle des ventes, ce qui est déjà un indice, un indicateur. Et puis on a quelques témoignages. Déjà, ça représente pas énormément, sans doute. Les expansions sont grandes, mais il n'y en a pas tellement d'expansions publiques. Donc déjà, il n'y a pas une inondation dans ces années-là. Donc déjà, ça explique aussi pourquoi il y a sans doute très peu aujourd'hui de restes de ces expansions. Et puis on a quelques témoignages, comme Catherine Millet, par exemple, qui explique qu'elle avait gardé un morceau qu'elle avait conservé dans un tiroir, mais qu'il avait fini par s'effriter complètement et qu'elle l'avait jeté à la poubelle parce qu'il n'en restait vraiment plus rien. Donc effectivement, alors il y a quand même une chose, c'est que dans les expansions qui sont réalisées avec Martial Reiss en boîte de conserve, ce sont aussi des expansions qu'on peut acheter et des boîtes qu'on peut acheter. On peut faire ces expansions chez soi et on ne les protège pas, là non plus. Là, en revanche, il existe pas mal d'œuvres qui ont été mais tout de suite protégées dans des vitrines en plexiglas, ce qui permettait, et puis sans doute très peu bougé aussi, ce qui permettait de les conserver un peu plus. Donc ça, on en a quand même quelques-uns. Mais ce sont aussi des volumes beaucoup plus petits et qui ne sont pas entamés par la scie, par exemple. Donc peut-être que ça explique pourquoi celles-ci ont un peu mieux résisté que les expansions publiques. Et il y a aussi tout un ensemble, le fait même de les scier crée déjà des accidents sur place. Et puis les gens le récupèrent, mais il faut le transporter, il faut le ramener chez soi, il faut le mettre dans prendre le métro avec. Bon, il y a peut-être là quelque chose aussi qui se joue. Et est-ce que les gens aussi qui le récupèrent à ce moment-là ça revient à poser la question du statut. Est-ce qu'ils le ramènent comme on ramène un autographe, puisque certains morceaux sont signés par César? Est-ce qu'on les ramène comme un témoignage, comme un souvenir, comme une photo qu'on aurait pu faire? Il y a peut-être aussi peu de gens qui ont considéré dès le départ qu'il s'agissait d'œuvres à protéger absolument. Peut-être que c'est venu après, même si César est bien sûr déjà extrêmement connu à ce moment-là et que
la tentation serait de les conserver. Voilà. Je rebondis juste. Ce que je trouve intéressant avec cette question, c'est en fait de se demander aussi quel statut ce type d'objet-là peut avoir, non pas seulement pour les historiens de l'art, mais aussi pour les gens qui ont vécu la performance. C'est-à-dire que avoir vécu la performance, est-ce que c'est pas aussi déjà, voilà, avoir un morceau d'œuvre, et du coup cette question du statut, elle varie aussi en fonction du rapport qu'on a pu avoir avec l'œuvre au moment de sa réalisation. Je sais pas. Oui, et dans ce sens, ça sera un document de la performance et non pas une œuvre. Et c'est pour ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un objet très, très, très polysémique. Mais avec un manque important, c'est que la manipulation de cette matière, ça dégage une odeur très forte. C'est irritant. Les yeux piquent, c'est ce que dit notamment Michel Conille-Lacoste, qui parle d'une expansion de 68 et qui dit pendant ce temps, le public qui entoure l'œuvre et l'artiste, tous se frottent les yeux, irrités par les émanations chimiques. Et une question qu'on se pose aussi, d'ailleurs aussi, César ayant fait ses expansions sans masque et sans gants, est-ce que ça n'a pas une responsabilité dans les maladies, notamment les pathologies rénales qu'il a pu avoir après? C'est une question qui a été soulevée aussi pour Niki de Saint-Phal, pour Yves Klein. Pour Eva Hess, ouais, absolument. Pour tout un tas d'artistes. Donc, peut-être que c'est un document qui témoigne de quelque chose, mais en tout cas privé de cette plus-value, en quelque sorte, de la performance réelle, c'est-à-dire l'odeur et puis l'effet physique qu'on ressent réellement. Et qui peut-être, si on ajoute à ça ce qui revient pratiquement tout le temps dans les témoignages, c'est-à-dire la frénésie avec laquelle les expansions sont découpées et distribuées, rajoute quelque chose de évidemment beaucoup plus riche dans le fait de participer que dans le fait, plus tard, de voir ça à froid. C'est un peu la dimension rituelle, et à la fois rituelle et spectaculaire qu'on retrouve dans les performances. Alors, ce qui est curieux, c'est que d'habitude, quand on parle de performance, on parle davantage, et on parle toujours de danger, de mise en danger, le public qui est mis en danger par comment dire, par coutumace. Par exemple, Gina Pan, qui n'est-ce pas, s'inflige, alors elle ne parle pas de blessure, mais en tout cas qui va faire quelque chose de physiquement très endurant, et par projection, en quelque sorte, le public souffre avec elle, ou en tout cas se projette souffrir, alors même qu'elle peut ne pas souffrir. Mais cette implication, souvent on parle, on a ce genre, on étudie ce genre de performance historique lorsqu'on parle du corps. C'est beaucoup lié à la question du body art et du corps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, alors Renaud, tout à l'heure, tu avais cité que c'était vivant pour César, ces expansions, qui avaient un côté vivant, qu'on pouvait en tomber amoureux, que c'était vivant comme le sentiment amoureux. Et puis, toutes ces sensations polysensorielles qu'on éprouvait. Oui, c'est étrange que je ne sais pas si on a beaucoup d'exemples où l'objet de la performance, c'est-à-dire la matière, est aussi, aussi anthropomorphe en fait. D'une certaine façon, est-ce que quand on pense au tir de Niki Saint-Phal, c'est violent parce qu'on se projette, mais est-ce que physiquement, est-ce que le tir lui-même, physiquement, a cet effet-là? Est-ce que les tirs sont découpés? Est-ce qu'on part avec? Non, à ma connaissance, pas vraiment, non. Donc, du coup, il y a quelque chose de cannibale aussi, peut-être, dans le fait de découper, et c'est cette référence qu'on a tous en voyant cet objet à une coque de quelque chose. Alors, on peut peut-être la rattacher d'une part aux habitudes culinaires. Apparemment, il était un très bon cuisinier, César, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi à cette volonté qu'on a en tant que spectateur, peut-être pas une volonté, mais ce désir qu'on a parfois d'être cannibale, de tout savoir sur un artiste, n'est-ce pas, de se l'approprier. Enfin, je projette un peu, mais je vous provoque peut-être avec mes questions. Mais il y a quelque chose d'anthropomorphe pas dans la forme que prennent les expansions, mais dans le processus lui-même. Oui, et je pense que Restani était très sensible à ça quand il parlait d'aventure collective, et il mettait vraiment l'accent sur la façon
dont ces performances permettait aussi aux spectateurs de prendre conscience de quelque chose. Il y avait vraiment une idée de passage et de prise de conscience collective. En fait, il y avait quelque chose comme ça qui passait par le groupe, en tout cas aux yeux de Restany, pour ces performances-là, et de rituels. Et il parle de rituels quelque part. Je ne vais pas rechercher, mais il parle de rituels. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer le public du Festival de Milan n'est pas le même que le public qui vient voir César dans les galeries. On a un public qui est spécialisé dans un cas et un public qui est plutôt un public de badauds. Eh bien, la réaction est la même. La frénésie, une sorte de libération peut-être pour parler comme Restany aurait parlé, d'un instinct d'appropriation, d'un instinct de la propriété. On veut absolument, il y a des gens qui se battent presque pour obtenir des morceaux, et ce qui n'arrange évidemment pas non plus la possibilité de conserver ces morceaux. Mais il y a quelque chose qui se libère, c'est-à-dire vraiment, on se marche presque un peu les uns sur les autres pour avoir un bout. Et c'est assez étonnant de voir que ces deux publics différents réagissent de la même façon. Et ce qui revient à reparler de la question du fétiche, ce qu'on accorde aujourd'hui, nous, le statut qu'on peut accorder quand on veut faire de la recherche sur ce témoignage-là, le rapport est peut-être différent pour le public qui se l'approprie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fétiche, peut-être pas aller jusqu'à dire qu'on va emporter un bout de César lui-même, mais bon, c'est le statut de l'autographe qu'on peut demander à la fin d'un spectacle, c'est peut-être au-delà de la trace. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'aspect assez mystérieux du matériau, en fait. C'est-à-dire, il se passe quand même quelque chose d'assez étrange et mystérieux. Et en fait, quand on voit une expansion, on ne sait pas forcément quelle est la matérialité de ce qu'on voit. On ne sait pas combien ça pèse, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui se passe, mais tout d'un coup, le fait de pouvoir tenir dans ses mains, toucher, tenir dans ses mains, sous-peser, je pense que c'est aussi une façon de ressentir, de comprendre l'œuvre et le matériau qui est là devant soi. Enfin, ça, c'est une expérience qu'on peut faire, en tout cas qu'on a faite avec ce morceau-là, quand il est très léger, en fait. Et c'est pas forcément évident. Alors, quand on voit ce morceau, peut-être davantage, mais en tout cas, quand on voit une expansion de César entière, la question du poids, même la question de la texture, parce que là, on va pas aller la gratouiller, mais en tout cas, quand on récupérait un morceau, c'était aussi ce qui se passait. On imagine évidemment qu'on allait toucher, mettre le matériau à l'épreuve. Donc, c'est aussi une façon de comprendre la sculpture qui passe par le tactile et qui est rarement rendue possible, en fait, dans la sculpture. Et tout d'un coup, là, César propose ce type d'expérience-là, alors qu'évidemment, on a tous toujours envie de toucher la sculpture. Et là, il nous en donne des morceaux. Donc, il y a ça aussi. Ça réactualise Prière de toucher de Marcel Duchamp. C'est la possibilité de toucher un matériau aussi un peu troublant parce qu'il n'est pas aussi froid que le métal. Et puis effectivement, il est assez inconnu encore à l'époque. Mais c'est vrai que ça engage d'autres sens que la vue qui est quand même qui est contestée dans ces années-là, hein, qui un peu partout il y a un rejet de la vision comme mode dominant d'appréhension des œuvres. Mais c'est ambigu là aussi, parce que les couleurs sont quand même très importantes. Je voudrais peut-être que pour terminer, juste qu'on aborde cette question-là de la couleur, parce que là, pour le coup, on en a 3, c'est rare, hein, c'est une expansion polychrome. Et dans les documents que vous nous avez montrés, aussi bien les photos que les vidéos, on voit que les couleurs sont extrêmement importantes. Donc la vue est quand même importante, la vision est aussi un facteur important. C'est pas juste le toucher ou l'odeur quel est le rôle de la couleur? Et puis, pourquoi certaines sont polies et puis pas celle-ci? Là, Renaud, tout à l'heure, tu parlais des différentes techniques. Là, en l'occurrence, c'est une expansion qui n'est pas polie, qui n'est pas vernie. Effectivement, des couleurs qui sortent. Celles-ci ont évolué. Hein. Ce n'est pas la même version qu'à l'époque, notamment dans le jaunissement. Mais ce sont des couleurs, même à l'époque, presque comestibles. Elles sont attirantes de ce point de vue-là. Et on a l'impression que ça donne, c'est plus proche, effectivement, on l'a déjà dit, mais plus proche de la pâtisserie que d'autres choses. Ouais,
C'est une pâtisserie qui fait un peu peur quand même. Il y a des bleus très pop, il y a des oranges un peu... C'est vrai. Mais... C'est plein de 400 quelque chose. C'est ça. Mais ça peut être attirant. Les enfants, d'instinct, vont vers ça. Oui. Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour clore? Juste, est-ce que vous pouvez juste attendre le micro? Merci. Effectivement, il existe énormément en main privée pas de fragments d'expansion, mais d'autres moulages de César en sucre, en différentes matières, le pouce, des parties du corps, puisque à chacune des fêtes qui étaient réalisées, il y avait toujours des clins d'œil à toute cette histoire. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui conservent en main privée en tout cas des moulages anthropomorphiques, des parties du corps qui sont faites en sucre, bon, là, il y a eu des répliques faites en chocolat. Je pense que les gens qui vont les acheter vont les conserver, mais disons que celles dont je parle, elles ont été faites du vivant de César. Et les gens les conservent avec une cloche de plexiglas, en fait, chez eux. Ça moisit un peu, mais c'est assez esthétique, c'est assez beau. Et effectivement, je suis épatée par la beauté de ce fragment, parce que ça ressemble beaucoup à plein de choses. Enfin, vous avez parlé de l'archéologie, on peut penser à plein de choses. Ouais, et en fait, je pense aussi à d'autres exemples, c'est-à-dire, c'est vrai que j'ai vu aussi récemment une performance de Franz West, qui était aussi comme l'expansion faite avec Martial Reis, qui était aussi une édition où Franz West avait vendu un vrai œuf dans lequel il avait injecté de la peinture, et le spectateur, l'acheteur, enfin celui qui allait activer cette performance, qui allait être auteur lui-même, ce que fait César avec Martial Reis, d'une certaine manière, jette cet œuf sur un mur. Et donc, il y a aussi de la matière comestible, il y a plein de choses, c'est assez proche. Et je pense qu'à l'époque, les gens, comme avec l'expansion de César, n'ont pas forcément conservé des fragments de cet œuf, mais c'est aussi une édition de Franz West qui est très importante, qui est iconique. Et par rapport à ce que vous dites, je trouverais intéressant que les institutions se mettent à chercher aussi des éléments de cette histoire pour conserver la trace, parce que dans le futur, ça deviendra des objets effectivement très, très recherchés, très, très importants pour comprendre le processus. En tout cas, je suis très, très, très contente que vous le montriez comme ça. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve que dans l'exposition, justement, c'est un peu trop décontextualisé par rapport à toute cette histoire. Et vous avez fait une synthèse... je trouve très intéressante. Ça ouvre plein de pistes qu'on ne perçoit pas forcément quand l'expansion est tellement esthétisée, en fait, alors que ce n'était pas un geste esthétique. Vous l'avez très bien dit, d'ailleurs. C'est devenu un geste esthétique, mais au départ, c'est autre chose. Et ça, vous l'avez très bien montré, donc je trouve ça très intéressant. Je vous remercie beaucoup, je pense au nom aussi je remercie encore une fois beaucoup les intervenants. Et puis ce que vous dites me permet de finir là où j'ai commencé, c'est-à-dire de rendre encore une fois hommage aux archives de la critique d'art qui, ce que j'ai oublié de mentionner au début, dans les collections font aujourd'hui partie des collections de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Donc voilà un exemple d'institution qui prend soin des archives et des archives dans leur variété, dans leur hétérogénéité, dans leur mixité, mais aussi dans leur richesse, justement, puisque par définition, on garde tout dans une archive, n'est-ce pas? On ne fait pas de tri, on ne jette pas. Et cet objet-là, je pense aujourd'hui, est exemplaire de cette polysémie-là de l'archive, mais aussi de l'importance de la mémoire contextuelle des œuvres, qui justement ne sont pas que des faits esthétiques. Et je pense que nos deux invités ce soir l'ont très bien montré. Je tiens à vous remercier, vous, d'être restés. Si vous voulez regarder, voir le morceau d'extension, vous pouvez vous approcher sans le toucher, bien évidemment. Et je remercie encore une fois les intervenants. Merci beaucoup.